bonsoir. Donc effectivement, avec Christophe, on va vous parler de succès. On va faire un lien aussi, ce qui a été dit par Michael tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vous parler un peu de quelque chose de hype, mais d'une manière de succès. Donc ces fameux singes bien connus qui ont fait le succès, qui ont été achetés notamment par des acteurs américains. Et que s'est-il passé, Christophe ? Bonsoir tout le monde et bonsoir aussi à ceux qui sont en ligne. Tout simplement, effectivement, un phénomène un peu nouveau cette année puisqu'on a réussi à saisir un singe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et un singe digital de surcroît. Donc comment ça s'est passé? Tout simplement parce qu'en fait, on a une veille active sur les réseaux sociaux. On s'est aperçu qu'un enquêteur privé avait débusqué une escroquerie qui se déroulait a priori sur le territoire français qui visait ces fameux NFT. Donc on s'est saisi de l'enquête et puis on a tiré le fil de la plotte qui avait été laissé devant nous et puis on l'a enrichi, notamment grâce à des traçages blockchain où on s'est aperçu qu'effectivement ces NFT sur Ethereum avaient bien été dérobés par un stratagème assez simple mais très efficace dans la mesure où il s'agissait d'un site de phishing qui proposait aux propriétaires de ces NFT de les animer, c'est-à-dire que vous aviez des singes animés d'un seul coup et pour ça il suffisait de cliquer sur un petit bouton, une démarche assez simple qu'on connaît, une technique d'attaque assez simple et qui vous promettait de les animer. Simplement le petit bouton, derrière il y avait un script en Solidity qui dépossédait le propriétaire de son bien et il était immédiatement transféré sur OpenSea où il était quasiment immédiatement vendu puisqu'on est sur des produits qui sont valorisés à plusieurs centaines de milliers d'euros. En gros, le détournement là montait à 2,5 millions d'euros. Et ce qui a permis, et là c'est la bonne nouvelle par rapport au slide que l'on a vu tout à l'heure, c'est qu'effectivement les individus ont été interpellés. Alors ils sont assez jeunes donc ils n'ont pas été mis en détention, on est quand même là, mais ils sont quand même sous contrôle judiciaire. Ils sont sous mesure. Voilà, ils sont sous mesure et il y a les saisies, il y a des mises en examen, donc il y aura effectivement un procès. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Et la possibilité probablement d'acheter un NFT, le premier NFT qui a été saisi. Donc on espère beaucoup qu'il prenne de la valeur quand même. Vous voyez, donc là, et aussi donc avis, suivez la procédure judiciaire. Voilà, suivez les acteurs de la procédure parce qu'il y a eu la police, il y a eu le parquet cyber et il y a aussi la Grâce qui maintenant détient un NFT, un singe numérique dans son portefeuille. Numérique et un tribunal bientôt avec des décisions sur ce fameux singe numérique. Autre chose, on parlait de décision. Alors voilà, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Donc l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est la juridiction qui va unifier le droit en France. Donc une décision, on va dire, très importante qui va donner des moyens effectivement aux équipes de Christophe et qui, moi, en tant qu'avocat, m'interroge sur potentiellement l'auto-incrimination parce que effectivement, il y a des articles de loi qui sont là, qu'on connaît, qu'on maîtrise sur le fait de détenir effectivement des codes, de la crypto ou autre, mais là, le juge va devoir faire une balance en disant si je donne pas mon cas, si je donne pas mon code de déverrouillage et si ce code de déverrouillage bloque effectivement des clés de chiffrement ou autre, je vais être obligé. Donc cette balance va se faire effectivement au cas par cas. Oui, alors c'est un peu ce que nous on vit comme un délit obstacle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous met un obstacle dans la recherche de la manifestation de la vérité, il est normal que la justice, enfin que le législateur s'en saisisse et que la justice trouve une solution. Donc effectivement, on a déjà eu le cas et je vous cache pas qu'on n'hésite pas à l'utiliser en garde à vue, où finalement on a une alternative en disant au monsieur, soit vous nous donnez le code de déverrouillage de votre machine, soit on considère et on a des indices concordants et suffisamment graves pour penser que vous avez quelque chose à nous cacher. C'est pour ça que vous ne le donnez pas. Voilà, donc c'est effectivement une arme de plus dans notre arsenal. Une arme de plus, après, avec toujours un moyen de contester et n'oublions jamais les droits de la défense. Oh, c'est un système équilibré. Toujours, bien entendu. Alors, autre système, on va dire, autre aspect très intéressant, où là, on a vu vraiment une vraie coopération internationale sur une affaire qui date quand même d'il y a quelques années. Donc, peut-être que ça a mis quelques années, mais un très beau résultat sur des investigations françaises. Oui, effectivement, il va falloir qu'on améliore un peu notre timing, mais sinon, au niveau du résultat, il est quand même là. C'est-à-dire qu'on est sur une attaque de 2019, on est sur une interpellation coordonnée grâce à la coopération internationale, donc suite à l'identification de l'infrastructure attaquante en partie en France. Donc interpellation en 2021 de hackers ukrainiens et surtout possibilité par rapport à cette infrastructure de remonter la trace encore une fois des crypto-actifs et d'arriver sur un
une personne qui paraissait un peu intéressante quand même, parce qu'il avait pris un tout petit morceau de rançon, et simplement il avait pris un tout petit morceau de rançon parce que c'était à lui qui était décidé l'intégralité de la rançon, mais il en avait besoin tout de suite, et donc il avait pris un petit bout, et puis il avait fait passer le gros morceau par des mixeurs. Donc ce qui n'était pas forcément très malin, mais heureusement les malfaiteurs commettent des erreurs. Et donc ça nous a permis, enfin ça a surtout permis à la police fédérale suisse de l'arrêter, d'aller perquisitionner son domicile, de trouver qu'il était le développeur de ce malware en particulier, mais de bien d'autres en plus. Et puis donc à l'issue, je dirais, de partager les clés de déchiffrement grâce à travers le site No More Ransom d'Europol, que vous connaissez tous bien évidemment. Et donc c'est en 3 ans, on est passé, enfin un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, on est passé, je dirais, de l'attaque réussie à l'interpellation du développeur. Ce qui est quand même, voilà, comme je dis, on va améliorer notre timing, mais au moins on est sur la bonne voie. Alors, je ne sais pas si c'est une amélioration du timing ou pas, mais ça a été une très forte inquiétude dans la communauté des RSSI en fin d'année à la suite de cette décision américaine. Décision américaine qui fait suite effectivement à des faits qui sont même un peu anciens, liés effectivement à une violation de données Uber, mais surtout à une condamnation de son RSSI. Pourquoi son RSSI a été condamné? C'est pas parce qu'il était RSSI. Ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait que cette personne a menti, a été malhonnête, et effectivement n'a pas dit la vérité. Donc c'est, on va dire, quelque chose, toujours coopérer, toujours la bonne foi, toujours notifié, qui redit en fait des principes de base et extrêmement importants. Autre chose aussi importante, c'est les vulnérabilités. Il n'y a pas que les systèmes d'information de nos grandes sociétés qui ont des vulnérabilités, il y a aussi le fameux arroseur. Il y a l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que on s'est donc là c'est encore un partenariat, enfin c'est un partenariat international, mais aussi public-privé, donc ce qui est à souligner parce que voilà, comme on le disait tout à l'heure en préambule, on est une grande communauté, donc il faut qu'on s'entraide. Là en l'occurrence, une société de cybersécurité qui avait décelé une vulnérabilité dans un process de paiement de rançon. Alors Deadbolt, c'est un ransomware qui attaque une certaine série de NAS, donc qui a fait quand même pas loin de 20 000 victimes à l'échelle planétaire, et cette société s'est rendue compte que le process de paiement était imparfait dans la mesure où quand une victime voulait payer, elle avait son wallet propre pour payer la rançon. Dès que le wallet était alimenté, ça déclenchait, je pense qu'il y avait un script derrière, ça déclenchait une transaction en retour sur la blockchain avec dans les métadonnées de la transaction la clé de déchiffrement. Simplement les criminels, toujours un petit peu fainéants, ils ont dit on va faire ça automatique, ça ira beaucoup plus vite, sauf que c'était fait avant que le bloc soit miné. Donc nous on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les clés des victimes et puis on va reverser tout de suite avant que le bloc soit miné la transaction. Ce qui a été fait, donc ça a permis de récupérer 155 clés de victimes, et ce qui est important, c'est qu'on a pu partager avec les victimes qui avaient déposé plainte. Donc puisqu'il fallait qu'on ait leur wallet. Donc c'est une nouvelle incitation à déposer plainte. Ah ouais, nouvelle invitation, on garde le teasing pour la fin. Voilà. Alors, pareil, une décision américaine, l'exploitation d'une vulnérabilité condamnée. Alors là, c'est quelque chose où fait effectivement des bonnes pratiques. Cette personne qui a été condamnée connaissait le système en interne. Et au lieu effectivement de remonter la vulnérabilité, au lieu de dire à détecter, elle a préféré effectivement avoir un comportement malhonnête, on va dire, en vendant les données, en effectivement s'introduisant dans le système et en causant un énorme préjudice. Effectivement, la motivation revient effectivement sur l'éthique, sur la bonne foi, sur le comportement, et c'est quelque chose effectivement à toujours garder en tête. Nous sommes sur des décisions qui sont effectivement américaines, mais on pourrait avoir effectivement les mêmes dans notre culture française ou européenne. Surtout qu'on a, et ça je pense qu'on partage tous cette vulnérabilité, c'est-à-dire quand on fait une étude de risque, on sait qu'on va évaluer la vulnérabilité pour savoir quel risque pèse sur nos épaules. Là en l'occurrence, s'agissant d'insider threat, on n'est pas loin du 100%, donc il est toujours rassurant que de voir ces gens-là peuvent être condamnés à la fin. Accélération de la réponse judiciaire. Effectivement, ça c'est, on va dire, c'est quelque chose sur lequel on avait assez peu parlé. C'est qu'il y a des mécanismes pour qu'une réponse judiciaire ne prenne pas quelques années. Ça va dépendre effectivement des enquêtes, ça va dépendre effectivement des instructions, des modalités, mais la comparution immédiate, et on a vu cette année effectivement des mises en cause jugées en comparution immédiate dans le cadre des rançongiciels. Et autre dispositif un peu moins connu parce qu'ils sont effectivement soumis à une notion de confidentialité, donc
on peut effectivement faire attention aux atteintes à la réputation ou autres. C'est ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plus connue sous le plaidé coupable. Ça va être une négociation de la peine avec le procureur et de toute façon, ça sera toujours entériné par le magistrat, par le tribunal. Oui, deux décisions, deux processus très très intéressants. Je pense que les deux, en tout cas la première, c'est mon service qui a traité l'affaire. Donc ça impose quand même d'avoir une vulgarisation de la procédure pénale parce que, alors on est une communauté, c'est sympa, mais parfois on a tendance à parler un peu le jargon. Et quand ça arrive en juridiction de jugement en comparution immédiate où 2 minutes avant ils ont jugé une bagarre d'ivorogne et 3 minutes après ils vont juger, voilà ce que vous pouvez imaginer. Il faut qu'ils aient le temps de s'accaparer, et surtout qu'ils puissent vite s'accaparer ce cas. Donc ça demande aussi en termes de procédure pénale d'être assez efficace dans son fonctionnement. Pareil pour la CRPC, le plaidé coupable, effectivement, on revient parfois on hésite à déposer plainte parce qu'on a la réputation qui risque d'en pâtir et puis on s'attend à pas grand chose de la police. Alors j'espère qu'on vous convainc qu'il y a quand même des résultats, mais le plaidé coupable, effectivement, ça se fait dans le... Ça se fait. Il y a effectivement un dossier en plaidé coupable. Voilà. Ouais. Et ça se fait en toute discrétion, si je puis dire. Voilà, il y a ça aussi. Alors, toujours renforcé. On fait le teasing, voilà, on a parlé effectivement du dépôt de plainte. La loi LOMPI, connue sous acronyme, vient d'être publiée au journal officiel. Il y a ce fameux article sur la cyber-rançon, effectivement, où il va y avoir une incitation à déposer plainte dans un délai de 72 heures. On verra sa mise en pratique, on verra si elle est suivie ou pas. Autre disposition dont on parle beaucoup moins, qui est très intéressante aussi, c'est la saisie des avoirs dans les comptes d'un tiers, dans les mains d'un tiers, c'est-à-dire dans une banque, dans tout ce qui est cryptoactif ou dans un intermédiaire, c'est-à-dire que les services, effectivement, sur instruction du parquet, pourront effectivement saisir directement les cryptoactifs. Des questions qui se posent, on aura l'occasion certainement d'en reparler, sur quand on paye une rançon, est-ce qu'on ne finance pas le terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas du blanchiment des capitaux, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, quelles sont les autres garanties, donc des questions qui restent très ouvertes, mais la loi est adoptée, la loi va s'appliquer effectivement dans quelques délais pour les cyber-rançons, mais la saisie des cryptoactifs, je crois que c'est quelque chose qui était attendu. Les deux sont très attendus parce qu'effectivement, par rapport au paiement de la rançon, c'est un grand débat, donc ça va pas tenir dans les quelques secondes qui nous restent, mais c'est pour nous important parce que c'est aussi, je dirais qu'on est pragmatique, quand il y a une rançon de payer, autant qu'on le sache et autant qu'on puisse exploiter cette piste d'enquête. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport effectivement à cette décision d'aller saisir dans les mains on est sur un écosystème qui est en train de se structurer, on est sur des cybercriminels qui pensent qu'en bout de chaîne de blanchiment ils vont pouvoir aller chercher des dollars ou des euros et ils le font auprès d'exchangers avec qui on commence à nouer des liens de confiance. Donc s'ils peuvent nous passer un petit coup de fil quand ça arrive, on sera tout content d'aller saisir les biens là où ils sont. On vous remercie et on vous dit qu'on aura certainement beaucoup de choses pour l'année prochaine. Et simplement... Ouais, pardon. Alors, je vais pirater un petit peu de temps parce que je veux teaser pour le panneau crime de l'année prochaine pour vous dire que aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Hive tout à l'heure. Aujourd'hui, une opération internationale dans une conférence de presse il y a à peu près 2 heures, on a réussi à démanteler la structure attaquante, donc et à saisir le site de Hive. Donc, on espère qu'on va les incapaciter pour un bon moment et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le bilan.